J'en étais donc à Denise Drummond. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que j'ai la connexion, elle est bonne? Ok, ok. J'en étais à Denise Drummond, le dit du vivant, aux éditions du Cherche-Midi. Et donc ce texte qui parlait de Gilgamesh après cette introduction autour de la catastrophe. Les auteurs du récit retrouvés très récemment dans la nécropole d'Atsuma, au Japon, évoquent une absence d'origine qu'ils n'ont cherché ni à expliquer ni à sublimer, comme s'ils savaient que leur apparition sur Terre n'avait été qu'un accident. Leur récit diffère de tous les autres. Il se confond avec leur histoire, qui est celle d'une description catastrophique, rapportée comme un mythe. Euh, et donc, sans me mélanger plus dans cet enchevêtrement qui est très complexe, en tout cas très difficile à résumer, mais dans lequel on avance, comme je vous disais, en position d'enquêteur, donc avec vraiment l'envie de déchiffrer tout ça. L'hypothèse portée par ce livre, c'est celle d'une catastrophe créatrice, si j'ose dire, et donc d'un changement de regard par rapport au chaos. Et ça m'évoque le sanctuaire aussi. Et évidemment, et sans raconter ce qui se passe dans le livre, c'est une façon certainement optimiste de renverser les possibles et de se dire que dans ces climats de catastrophe que nous vivons actuellement, c'est cette période de crise fort inquiète, il y a peut-être là-dedans, sans passer pour autant par le sacrificiel, quelque chose à renverser, quelque chose à changer. Il y a peut-être du positif à en tirer. Et donc, vivre autrement, je continue. La catastrophe, la crise, vivre autrement, la crise et la catastrophe. La catastrophe, c'est aussi la catastrophe intime parfois. Et je vais redire un petit mot de ce premier roman remarquable paru début janvier aux éditions Autrement. Et par endroits, ça fait des nœuds, donc c'est déjà ce titre admirable avec cette photo de cerveau. Et là aussi, on est dans une structure étonnante de livre, et surtout dans une structure et une formulation extrêmement étonnante du récit intime et du récit de catastrophe intime, à savoir cette jeune femme, Camille Reynaud, fait en 2017 un AVC. Alors qu'elle est en Espagne, en vacances ou en Erasmus, je ne sais plus. Et elle raconte la catastrophe, le cataclysme que ça constitue, en plus la difficulté à comprendre ce qui lui arrive. En général, là on est typiquement dans l'étrangeté absolue, puisqu'elle est jeune, elle n'est pas, elle est pas la population cible majoritaire de l'AVC, de la rupture d'anévrisme. Et elle raconte ça d'une façon à la fois intense, à la fois très concrète et très distanciée, parce elle regarde ça depuis l'endroit qui est le sien, à savoir l'écriture et la littérature. Euh, et notamment par un usage très étonnant des notes de bas de page, par encore une fois un millefeuille de textes qui vient s'enchevêtrer, et notamment une relecture des textes médicaux, une tentative de traduction de textes médicaux en espagnol, donc où il y a une double traduction en quelque sorte. C'est-à-dire le texte est à la fois un texte codé médical qui pourtant parle d'elle-même, et un texte en espagnol, donc dans une autre langue, et ça fait une double difficulté. Et en fait, le travail de traversée d'un texte aussi mystérieux que celui-là, qui parle pourtant de quelque chose d'aussi intime et personnel, est une création littéraire en soi fascinante, et de ce fait, une mise à distance du mal aussi. C'est-à-dire que là, les choses que j'évoquais au début se rejoignent. C'est-à-dire qu'elle fait à la fois travail de création littéraire, et ce faisant, alors que la fonction du texte n'est pas cathartique, ça produit un éloignement par rapport au mal dans lequel elle se trouve engluée à ce moment-là. Plutôt que de passer par une simple expression du mal qui nous serait déversée comme ça et dont nous ne saurions, nous, lecteurs, que faire, elle produit quelque chose qui est un, un espace texte merveilleux dans lequel se déplacer, extrêmement étonnant, enthousiasmant, stimulant, et en même temps une appréhension profonde de cette inquiétude vitale au sens propre. Donc ça s'appelle Les Par endroits, ça fait des nœuds aux éditions Autrement, et de Camille Reynaud, premier roman. Et, et là, je parlais tout à l'heure du,
de la présence très forte de ce personnage autiste dans le lit du vivant de Denis Drummond. C'est aussi le cœur de La Belle Lumière d'Angélique Villeneuve, paru aux éditions du Passage en septembre. La Belle Lumière, ça raconte l'histoire d'Hélène Keller, qui était une handicapée, sourde, muette, aveugle de naissance, qui est pourtant parvenue à non seulement à communiquer avec l'extérieur, mais à en faire un outil de transmission elle-même. Le prisme qu'a choisi Angélique Villeneuve, l'angle par lequel elle a choisi de raconter l'histoire d'Hélène Keller, c'est de ne raconter que les premières années de vie sous l'œil de sa mère. Et là aussi, il y a un point de vue féministe assez étonnant, parce qu'une femme dans l'Amérique de la fin du 19e, lestée, hein, chargée d'une enfant à ce point-là handicapée, c'est une existence contrainte et dramatique. Et puis c'est un point de vue très ému de cette différence profonde, absolue, si j'ose dire. Et la belle lumière qui, qui arrive dans le livre, c'est non pas, oui, la vie d'Hélène Keller nous a raconté jusqu'au seuil de ses 10 ans, alors que c'est après que c'est devenu quelqu'un euh, enfin, en tant que porte-parole du handicap et de la possibilité de le dépasser. Là, ce qui est merveilleux, c'est le moment où des ténèbres dans lesquelles est cette gamine, qui ne peut pas communiquer avec le monde extérieur, et notamment avec sa mère, par une méthode d'apprentissage très particulière qui nous est racontée, surgit soudain la lumière. C'est-à-dire, et la lumière, c'est le moment où la petite Hélène parvient à signer par un système de codage et à désigner des choses et des mots, et donc à échanger. Et donc à sortir de cette espèce, là encore une fois, de chaos intérieur, de solitude profonde, pour entrer en contact avec autrui. C'est formidablement émouvant, et puis c'est aussi très très beau que ce soit un moment d'éducation comme celui-là qui soit l'apex dramatique et lyrique du livre. Donc ça s'appelle La Belle Lumière de Angélique Villeneuve aux éditions du Passage. Autre moment de crise, autre premier roman tout à fait remarquable et étonnant, La Dislocation de Louise Browes des éditions HarperCollins, c'est sorti en septembre. C'est un premier roman avec les qualités et les défauts d'un premier roman. Alors, ce sont des défauts qui sont des qualités et qui ne sont pas ceux qu'on attendrait. C'est-à-dire que Louise Browes est journaliste et très documentée sur son sujet, je vais y venir. Mais les qualités propres du livre, elles sont d'abord d'ordre poétique. C'est-à-dire qu'on est avec une narratrice qui s'éveille sans mémoire, qui a 20-30 ans au début du livre et qui doit tout apprendre puisqu'elle est totalement amnésique. Il lui est arrivé quelque chose et on va déchiffrer avec elle ce qui lui est arrivé, aussi bien que qui elle est, puisqu'elle n'en a pas la moindre idée précise au début. Donc on va cheminer avec elle, ce qui donne quelque chose de très étrange et désordonné en termes de récit. Hein. Quand je parlais des défauts, c'est que c'est un livre qui pourrait peut-être être un peu plus court et qu'en même temps on ne peut pas lâcher, puisque seulement à la fin on saura ce qui s'est passé. Par contre, tout ce qui se passe lors de cette errance narrative est absolument passionnant et encore une fois très poétique, notamment la manière dont qu'a Louise Browes de nous faire entrer dans le crâne de cette personne dans le crâne, dans l'être de cette personne qui manque d'éléments pour appréhender son environnement. C'est une grande réussite. La dislocation qui est arrivée à cette Loïse, on le comprend au fur et à mesure du livre, et pas tout de suite, hein, on le déchiffre. Ça a été théorisé notamment par Bruno Latour, et il est question de façon très effective de lui dans le livre. C'est une dépression euh, en rapport avec la crise écologique, pour le dire, pour résumer grossièrement. Et c'est une. Donc ça arrive, ça nous arrive sans doute à tous, même quand on ne le sait pas. On le vit bizarrement, ce qui est en train d'advenir. Et là, ça arrive plus particulièrement aux femmes enceintes, dans un rapport avec Gaïa, la mère nourricière, etc. Et ça, c'est le cœur du récit autour duquel on tourne. Et du coup, le livre est tout à fait intéressant aussi sur cet aspect-là des choses qu'il réfléchit au sens propre et figuré. Donc il est question de Bruno Latour au centre de cette histoire de dislocation. Donc premier roman tout à fait singulier de Louise Browes des éditions HarperCollins France. Je vais boire un peu d'eau.
et, euh, et constater, oui, que ça passe toujours. Et alors, je ne peux pas tout vous raconter, la dislocation, donc comme je le disais, c'est long en plus ce qui lui arrive. Elle retourne sur ses propres traces en Bretagne, où elle a été élevée. Je ne vous dis pas dans quoi elle a été élevée, mais là aussi c'est un rapport profond avec l'écologie. Donc c'est voilà, c'est narrativement il se passe beaucoup de choses. Et puis ça me ramène à ce livre d'Alice Zeniter, bien plus connu, qui est loin d'être son premier roman, qui s'appelle Comme un empire dans un empire, paru à la rentrée dernière aussi, et qui est à tout point de vue une fiction documentaire, voire une fiction spéculative, c'est-à-dire qu'il se passe ici et maintenant. Contrairement aux précédents zénitaires qui aussi allaient chercher les souvenirs de la guerre d'Algérie, là ça se passe sur les 4-5 dernières années, les mêmes questions de Nuit debout, il est question des gilets jaunes à un moment, et il est question de, c'est pour ça que je parle de fiction théorique ou spéculative, il est question d'un monde meilleur, la possibilité d'un monde meilleur, la possibilité de faire avancer la société, la possibilité même de faire de la politique. Il y a deux personnages autour duquel est bâtie l'intrigue, un assistant parlementaire d'un député socialiste et puis une jeune hackeuse qui s'appelle Elle, qui elle a du mal avec le monde du dehors puisqu'elle préfère le dedans. Ce renversement-là est extrêmement intéressant par rapport à l'idée qu'on se fait à tort du virtuel qui n'en est pas un, qui est très concret et qui dépense aussi de l'énergie. Chose, cette Elle, c'est extrêmement stimulant comme renversement, c'est-à-dire que elle appelle alors là, notre monde réel hors des ordis et des écrans la viandosphère, tandis qu'elle est à l'intérieur de quelque chose qui pour elle est le vrai. De là, outre ce rapport-là au monde, à un moment, il va falloir en sortir, et ça aussi c'est une forme de crise chez elle. Va-t-elle parvenir à concilier le dedans et le dehors? Va-t-elle parvenir à s'intégrer dans ce dehors qui lui est nécessaire à un moment? Mais depuis cet endroit-là, il est aussi questionné la façon de faire peut-être de la politique à cet endroit-là, avec les réseaux et avec le numérique. C'est absolument passionnant sur la façon dont c'est intelligemment documenté sur ces questions, et dont cette documentation, je trouve, irrigue avec aisance le texte sans le plomber. Alors c'est pas l'avis de tout le monde, d'aucuns l'ont trouvé trop long, moi pas du tout. J'ai lu avec grand intérêt d'un bout à l'autre. D'aucuns ont aussi trouvé le personnage masculin un peu faible, moi je me suis dit bah, tant mieux, enfin, quelque part ça rend le personnage féminin plus fort, et elle est fascinante, cette Elle, et tout ce qui lui arrive, et c'est vraiment pas une figure d'héroïne commune, quoi, une hackeuse d'origine maghrébine, avec un nom qui est lui-même codé. Et c'est un livre d'une grande richesse. Je voudrais vous en lire un petit passage pour vous dire encore une fois, au-delà de cet aspect théorique, c'est-à-dire du fait que ce soit un livre qui essaie de réfléchir politiquement, théoriquement aussi, comment inventer d'autres façons de vivre dans le cœur même de sa fiction, il y a, euh, il y a des passages aussi beaux que celui-là. Elle a donc quitté Paris, quitté les ordis pour trouver refuge dans une sorte de ZAD ou de micro-ZAD à la campagne, dans la campagne bretonne. Le dehors n'est pas plus dur ici qu'ailleurs, se dit elle, c'est simplement qu'ils y avancent sans protection, ils se sont déprotégés. Il n'y a pas la solidité des maisons ni des voitures, il n'y a pas le lisse du goudron, il n'y a pas des capsules autour de leur corps qui se meuvent, pas d'armure. Bien sûr, ce mode de vie exige que les corps disposent de réserve et de savoir, mais elle se demande à présent s'il a eu raison de rejeter d'emblée la sélection qu'il impose. Les habitacles, les protections qu'elle a connues toute sa vie, il fallait pouvoir les acheter ou les louer. Eux aussi traçaient des frontières, eux aussi opéraient un tri. La différence est moins grande sans doute entre deux corps qu'entre un corps avec bagnole et maison et un corps nu. Mais elle trouve aussitôt quelques exemples qui la contredisent. Elle liste Jet Li, Usain Bolt, Simone Biles, leurs corps surhumains aperçus sur les écrans de télévision. Elle regarde les petits groupes qui discutent devant les autres caravans, les enfants penchés sur le terrier d'une bête un peu plus loin, une torche à la main et un bâton dans l'autre, hésitant à l'introduire dans l'habitation. La silhouette à peine perceptible de Camille sur le balcon d'une cabane, Gaël qui arrose encore quelque chose dans le potager malgré la nuit qui s'installe. Elle se demande comment ceux d'ici ont acquis cette grâce. C'est comme si depuis tout petit, ils faisaient l'expérience de leur corps déployé. Voilà, et ça c'est ce qu'elle va vivre dans ce lieu alternatif-là. Donc évidemment une autre manière de vivre autrement aussi, de vivre autrement les lieux et les corps dans les lieux, d'habiter autrement le monde.
Et ça se réfléchit énormément avec ce qui s'est passé dans la première partie du livre à Paris. Donc c'est tout à fait palpitant. Et encore une fois, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est la façon dont la théorie nourrit la fiction, hein, construit l'histoire, et dont elle est nourrie en retour. C'est-à-dire, c'est aussi une fiction spéculative. C'est c'est une fiction qui réfléchit. Aux deux sens du terme, elle réfléchit comme un miroir et elle réfléchit comme un cerveau. Et là, je le relis à ce livre du début, hein, Le Grand Vertige de Pierre Ducrozet, qui est absolument passionnant sur ces enjeux. C'est-à-dire que le livre, il a une histoire et un sujet. Un Adam Tobias, qui est un pionnier de la pensée écologique, euh, à qui est confiée une mission de sauvetage du climat, en gros, hein, pour le dire simplement, et qui envoie à divers endroits du monde diverses jeunes personnes, hein, dont celles qui partaient au début, hein, dans l'extrait que j'ai lu, enquêter sur l'état de notre monde écologique, pour de là imaginer des solutions alternatives, des solutions. Voilà. Le livre trace surtout des pistes à la vitesse du galop, c'est-à-dire que ça, c'est un truc qui est assez fascinant chez Ducrozet. Il s'est parfaitement alterné, lui aussi, plusieurs allures, notamment celle de la course. Il y a beaucoup d'actions, hein, comme dans son précédent roman, L'invention des corps, puisqu'on suit clandestinement des chantiers d'oléoduc en Birmanie, donc c'est assez chaud et dangereux. Donc là, il y a de l'action, par exemple. Et puis à d'autres moments, il parvient, dans le tissu même du texte, à nous faire, en une vingtaine de pages, l'histoire du pétrole. L'histoire de Pierre Rockefeller et tous voilà, les principaux jalons de cette histoire du pétrole, voilà, de ce qu'a été le pétrole, de ce qu'il a symbolisé depuis la croûte terrestre, hein, depuis les origines, jusqu'à son commerce et jusqu'au développement de l'automobile. Donc un texte qui pourrait être d'une nature théorique vient s'insérer parfaitement et à un autre rythme évidemment, mais dans l'histoire qui évidemment est elle-même en rapport avec ces questionnements écologiques. Donc là aussi, il y a un tissu textuel hybride et en même temps totalement évident dans la façon qu'on peut avoir de circuler à l'intérieur. Donc c'est romanesquement très réussi et intellectuellement très aussi stimulant que le Zénithère que j'évoquais. Alors, il m'en reste quelques-uns, on arrive bientôt au terme. Ceux-là, je me suis dit que je les évoquais parfois plus rapidement, mais que je ne pouvais pas les passer sous silence. La ZAD, c'est le moment d'évoquer Gilles Marchand avec Requiem pour une Apache. Pour qui la ZAD est un bar tabac un peu minable. C'est pas un bar tabac, ça devient un café-concert, mais c'est une sorte de pension de famille un peu à l'ancienne, comme on en trouve dans les vieux bleds bretons ou autres, dans les vieux ports, où viennent se nicher, vraiment nicher, comme des oiseaux esselés, quelques exclus, quelques éclopés de la vie, qui vont fonder une sorte de communauté, alors sans jamais la déclarer hein, comme une communauté, elle se fait par agrégation. Ils sont là parce qu'ils ont échoué là, encore une fois, comme la marée, et vont se réunir politiquement, si j'ose dire, en se retranchant autour d'un leader charismatique qui est une femme, qui est Jolene, qui est une ancienne caissière qui a perdu son boulot, dont la vie nous est racontée. Et dès le début, et ça pourrait prendre une forme de roman social, sauf que c'est pas là qu'on va. Jolene devient, alors c'est tiré d'une chanson de Dolly Parton, la musique est très importante dans le bouquin. Ils s'amusent, ils font des concerts. Le narrateur est un ancien chanteur plus ou moins à succès, un peu sur voilà, qui est passé de mode. Et donc ils font beaucoup de concerts là-dedans. Et Jolene, c'est elle-même une chanson donc, de Dolly Parton quand même. Hein, c'est pas, ça se situe quelque part. Et c'est une héroïne incongrue et assez magnifique. C'est-à-dire qu'à un moment, elle se rebelle contre, je ne sais plus si c'est le gazier oui, ça doit être celui du gaz ou de l'électricité qui vient couper le compteur, enfin relever le compteur et vient leur couper le courant en gros. Et là, elle dit non. Elle dit non au départ parce qu'il a simplement été impoli. Donc encore une fois, vous voyez, c'est une insurrection motivée uniquement par un état d'être. Ces gens-là, dans ce bistrot, n'ont pas de conscience politique autre que celle de vouloir vivre. Autrement, je ne sais pas, mais vivre leur vie telle qu'ils parviennent à la vivre, et donc autrement, hors système.
Et c'est pour ça hein, que je faisais clin d'œil avec une ZAD, c'est-à-dire qu'ils en viennent à constituer par les faits, juste en existant finalement, une communauté autonome. Alors ça donne plein d'aspects savoureux, ça devient une espèce de lutte politique improbable dans le livre, un corps tranché, un fort Alamo des petits villages. Et c'est délicieux comme la façon dont Gilles Marchand écrit, c'est-à-dire c'est toujours lumineux et plein de fantaisie. On fait souvent allusion aux références à Boris Vian en l'évoquant, mais effectivement, il y a de ça. C'est-à-dire que la fantaisie surgit au cœur du mélodrame et vice-versa. Voilà, c'est extrêmement doux comme façon d'appréhender cette difficulté à être et à être autre dans un monde qui ne le permet pas. Donc, ça s'appelle Requiem pour une Apache, c'est aux Forges de Vulcain. Je relis rapidement deux livres que j'avais pourtant mis dans l'image d'annonce, enfin en tout cas pour l'un des deux, Le Monde du Vivant de Florent Marchais, premier roman de ce chanteur assez connu aux éditions Stock, et Le Palais des Orties, xème roman de cette romancière remarquable, Marie Nimier, aux éditions Gallimard. J'ai relu par quoi Par la question agricole, le retour à la terre, envisagé de deux angles différents, mais à chaque fois, l'élément qui vient perturber l'équilibre de l'histoire est un woofer ou une woofeuse. Ces gens qui vont, contre pas d'argent, en fait, travailler quelque part pour aller à l'autre bout du monde. Donc on rejoint un petit peu cette histoire de départ, hein, l'autostop, comment vivre autrement. Et donc ces woofers et woofeuses jeunes qui débarquent, certainement dégoûtés par déjà ce qu'il faut faire pour travailler et le peu de travail qui est offert par la société de consommation, viennent dans les deux cas aider dans une exploitation agricole. Ce ne sont pas les mêmes. Celle du monde du vivant, c'est une exploitation agricole classique, mais en bio, dans des régions aux environs du Berry, là d'où vient Florent Marchais. Et ça raconte très précisément toute la difficulté à faire ça, à faire de l'agriculture bio, de la part de citadins qui sont venus s'installer là, en étant formés quand même, mais le livre décrit avec beaucoup de finesse euh, ce monde-là et cette entreprise utopique-là et sa confrontation avec le réel. Quand je dis qu'il le fait avec finesse, c'est parce que le prisme est d'abord surtout celui de l'adolescente de la famille, qui elle n'en a pas grand-chose à faire, mais c'est par son regard qu'on est plongé dans l'action au sens propre et évidemment qu'on est documenté sur ce dont je parlais, à savoir la difficulté de faire de l'agriculture autrement dans ce monde-là. Et le palais des orties, comme le nom l'indique, c'est la culture des orties qui est au cœur du récit, tout d'abord. Une famille cultive des orties et la woofeuse vient les rejoindre et elle apporte euh, de nouvelles idées de produits autour de l'ortie. Alors on apprend énormément de choses là-dessus, sur l'ortie, hein, l'ortie comme aliment, l'ortie comme pharmacopée, comme parfum éventuel. Mais au cœur de ça, et c'est pour ça que j'y reviens, le jeune ou la jeune qui vit autrement est également une question érotique. Un bouleversement à cet endroit-là où les choses se rejoignent et c'est ce qui va devenir, mais je ne dis pas comment, dans le Palais des Orties, puisque c'est un endroit de l'enjeu narratif qu'il ne faut pas dévoiler. Dans les deux cas, il va se passer des choses. Il va se passer des choses d'ordre amoureux et elles auront des résonances parfois tragiques, hein, dans le cas du Marie Nimier et du Florent Marchais. Mais dans les deux cas, les deux livres trouvent un régime totalement intéressant pour nous documenter sur ces questions d'agriculture. Et puis vivre autrement, je refusais de ne pas montrer. Alors là, moi j'ai du soleil sur mon écran, mais je crois qu'on me voit quand même. On voit cette belle couverture de Gauze. Black Manou, aux éditions Nouvelle Attila, Gauze renverse les points de vue, renverse toujours tous les points de vue. Son histoire d'émigré ivoirien à Porte de la Chapelle qui est un junkie dont l'existence a tout pour être tragique et est elle-même renversée et éclairée par cette manière de voir et de raconter le monde autrement. À un moment, ce héros ou narrateur, Black Manou, monte un clan D à Château-Rouge qui accueille principalement des Africains, sauf un. Gauze est lui-même ivoirien, et c'est ce dont il parle. Il est d'origine africaine. Il a raconté dans
dans son premier bouquin en Nouvelle Attila de Boupéillé, la vie d'un vigile africain de l'intérieur, c'est-à-dire les différences aussi entre Africains, entre Noirs, hein, qui sont pas tous les mêmes. Et là, y compris ce point de vue-là de renversement sur la façon dont nous regardons l'Afrique, est encore une fois renversé de l'intérieur. Et c'est dire à quel point Gauze est toujours un aiguillon. Euh, donc on est dans ce clan D, et il y a un Auvergnat qui déboule. Tu vois, Black Manouche, ce qui se passe dans ton bar est à l'image de ce qui se passe dans le pays. Vous êtes 11 dans le coin, un bonhomme un peu différent débarque, et ça fait deux groupes, les anciens, le nouveau. Une lutte sourde pour la domination de l'espace commence à l'insu des consciences. Les nous qui sortent de chaque bouche n'expriment pas un repli identitaire, mais exactement le contraire. Chacun renonce à son identité pour se mettre sous la protection du groupe. Ça marche pas ton truc, vieux. On peut juste être accueillant sans arrière-pensée, comme chez nous en Afrique. Oh, les gentils noirs avec leur culture si sympa. Arrête ta Jack Lang. Un blanc dans ton bar, il entre avec toute la France. Il est seul avec vous, mais il est la majorité écrasante. Avant même qu'il le sache, vous lui avez donné le pouvoir. Vous vous mettez à parler comme lui pour qu'il vous comprenne. Pas le contraire. Vous vous rangez inconsciemment du côté des perdants de l'histoire. Le racisme, c'est ça aussi. Le triomphe des mythes du groupe dominant. Moi, j'ai arrêté de penser en groupe, surtout quand je suis dans un groupe. Je n'aime pas mon voisin parce que c'est un connard. Le fait qu'il soit arabe n'est qu'un accident de l'histoire. Voilà, et rien que pour ces deux phrases-là, ça vaut le coup de lire Gauze, et pour toutes les autres. Parce que il y a aussi toute cette chimie entre oralité et écriture qui est propre à lui. C'est-à-dire que c'est pas juste qu'il restitue de l'oralité ou une langue de la rue ou l'oralité qu'on dit africaine, c'est qu'il fabrique quelque chose de ça qui est une langue en propre et qui est une langue écrite avant tout. Et c'est totalement passionnant, c'est stimulant comme ça d'un bout à l'autre, même quand on ne sait pas tout de suite ce qui se passe parce que c'est truffé d'inventions langagières, et bien le fait de revenir sur ses pas nous en donne toujours pour notre argent, c'est-à-dire qu'on est toujours nourri par le lexique, par les jeux, par l'invention que ça recèle. Et donc voilà, c'est un plaisir et une stimulation intense. Ça s'appelle Black Manou de Gauze au Nouvel Attila. Et donc, comme je disais que ce n'était pas un exposé, je ne vous ai pas appris comment vivre autrement, mais essayer de montrer un certain nombre de facettes de la façon dont ces questions-là irriguent les parutions littéraires actuelles et les nourrissent, et dont la littérature nourrit en retour certainement ces questions aussi et le rapport qu'on peut avoir avec ces inquiétudes ou ces aspirations. Euh, J'y reviens, il y a un livre qui est celui qui pour moi unit tout ça, alors qu'il ne parle pas de la crise écologique, alors qu'il ne parle pas de, des sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, alors qu'il ne semble ne parler de rien d'autre que d'un petit village au nord de l'Islande. Mais pour moi, il unit toutes les qualités que j'évoquais, c'est-à-dire c'est le plus pleinement littéraire et le plus pleinement beau de tous ces livres-là, je trouve. Ça s'appelle Lumière d'été, puis vient la nuit de John Kalman Stephenson. Et donc là, qui parle, c'est un nous, et le nous, c'est celui d'une communauté, celle de ce village islandais dont toute l'histoire nous est racontée. C'est traduit par Eric Bourri, comme beaucoup des meilleurs livres islandais. Euh, c'est chez Grasset. Et je vais finir sur une lecture de Kalman Stephenson, et puis je me tairai après, parce que je pense que dans ce texte-là, et on va l'entendre, tout est relié. C'est-à-dire que là, la littérature assume toutes ces fonctions-là. Vous lisez ce livre en étant passionné par ce qui arrive au personnage, en étant surpris tout le temps, en étant intensifié, si j'ose dire, par tout ce qui se passe d'amoureux, de sexuel aussi par moment, en étant assommé par les cuites des personnages, en étant bouleversé par ce qui arrive à l'un ou à l'autre. En fait, voilà, on est avec eux pleinement. Et à chaque phrase, me semble-t-il, il y a quelque chose de beau et d'inattendu, et de simple aussi. Donc là j'ai l'impression que toutes les fonctions que moi je peux prêter à la littérature, toutes celles que j'évoquais, se rejoignent dans ce livre. Ce qui n'en fait pas, parce que je ne classe pas comme ça le meilleur de la sélection, mais c'est juste que pas mal des questions posées trouvent non pas leur résolution, mais se rejoignent et convergent vers ce livre-là, et ça me permet de finir par un bout de lecture de Kalman Stephenson, traduit par Eric Bourri. Il est temps d'arrêter, hein, je commence à mélanger les syllabes. Je vais essayer de vous le lire bien et on pourra ensuite s'arrêter. Donc, lumière d'été, puis vint la nuit. Ce bout du monde serait à peine habitable si l'hiver n'était aussi long et la nuit aussi noire. Les soirées d'hiver et la nuit, l'astronome déambule à travers les rues, les yeux levés vers le ciel, parfois équipé d'une paire de bonnes jumelles.
Et quand il n'est pas dehors, il reste assis devant sa puissante lunette qui aspire l'infini et le déverse sur le village. Il se plonge dans ses livres, pour certains rédigés dans cette langue antique, le latin, ou bien il scrute l'écran de son ordinateur, perdu dans ses méditations. Ses cheveux grisonnent, il est brillant, il comprend tant de choses du cosmos qui nous échappent complètement. Certains d'entre nous lui ont demandé s'il a vu le bon Dieu apparaître dans sa lunette, mais l'astronome ne parle jamais du Créateur, le ciel et le latin lui suffisent. Les étoiles ne vous abandonnent jamais, on ne peut pas en dire autant de Dieu. Les étoiles sont constamment à portée de main, même si nous avons du mal à concilier proximité et astres lointains, attachés que nous sommes au quotidien. Reykjavik est assez loin d'ici. Sydney se trouve aux antipodes. Oh ben voilà, c'est fini. On a des problèmes pour lire cette vidéo. J'avais dit que ça finissait, donc c'est pas grave. Voilà.